Ma femme m'a regardé droit dans les yeux et a dit: «Je veux la maison, les voitures, l'entreprise, tout.» Elle ne pleurait pas. Elle ne s'excusait pas. Elle exigeait comme si elle commandait un plat au restaurant. Comme si 14 ans de mariage, 2 enfants et tout ce que j'avais bâti de mes propres mains n'était qu'une transaction qu'elle était prête à conclure. Mon avocat m'a attrapé le bras si fort que j'ai cru qu'il allait me laisser un bleu. Maître Hubert Pambrieux exerçait le droit de la famille depuis 30 ans. Il avait vu des divorces horribles. Il avait vu des conjoints essayer de se détruire mutuellement. Mais quand je lui ai dit ce que j'allais faire, la couleur a quitté son visage. «Léo, ne fais pas ça. On peut se battre. On doit se battre. Elle n'a pas droit à la moitié de ce qu'elle demande.» Je l'ai regardée. Puis j'ai regardé Nora, assise en face de moi à la table de conférence avec son avocat, ce petit sourire satisfait sur le visage. Le même visage que j'embrassais pour lui souhaiter bonne nuit. La même femme que je tenais dans mes bras quand sa mère est morte. La même personne qui avait juré devant Dieu et nos familles qu'elle resterait à mes côtés quoi qu'il arrive. «Donnez-lui tout», ai-je dit. Hubert a laissé tomber son stylo. «Pardon? Tu m'as bien entendu. La maison, les voitures, l'entreprise. Donne-lui tout ce qu'elle veut.» Le sourire de Nora a vacillé. Elle ne s'attendait pas à ça. Son avocat s'est penché et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle a hoché la tête lentement, comme un chat qui vient d'acculer une souris. Elle pensait qu'elle m'avait brisé. Elle pensait que je capitulais. Tout le monde le pensait. Ma mère m'a appelé ce soir-là en larmes. Karen Marchand avait élevé 2 garçons seuls après la mort de mon père. Elle avait travaillé en double service comme infirmière. Elle avait tout sacrifié pour que Boyd et moi puissions avoir un avenir. Et maintenant, elle regardait son plus jeune fils abandonner toute sa vie à une femme qui ne méritait pas un seul centime. «Léo, s'il te plaît, ton père a construit cette entreprise à partir de rien. Il a mis tout son cœur dans Marchand et Fils. Tu ne peux pas simplement la donner. Tu ne peux pas. Maman, j'ai besoin que tu me fasses confiance.» «Te faire confiance? Mon chéri, tu ne réfléchis pas clairement. Tu es blessé. Tu es en colère. Laisse-moi appeler Boyd. Laisse-nous t'aider.» «Je ne suis pas en colère, maman. Plus maintenant. Et je te promets que je sais exactement ce que je fais.» Elle ne me croyait pas. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Ce tremblement de peur que son fils ait finalement craqué sous le poids de la trahison. Mon frère Boyd s'est présenté à mon appartement le lendemain. Il est pompier, un grand gaillard, protecteur. Il n'a jamais aimé Nora, et il l'a clairement fait savoir dès le jour où je la lui ai présentée. Mais il a gardé le silence pendant 14 ans parce qu'il m'aimait et qu'il respectait mes choix. Il n'a pas gardé le silence ce jour-là. «Tu me dis que tu vas la laisser repartir avec tout? La maison qu'on t'a aidé à rénover, l'entreprise que papa a lancée dans son garage? Tu vas juste lui donner?» «Oui.» «Pourquoi?» J'ai sorti un dossier épais, rempli de documents, de relevés bancaires, de factures, de chèques annulés. Je l'ai fait glisser sur la table de la cuisine. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle prend vraiment. Boyd a ouvert le dossier. Il a lu la première page, puis la deuxième. À la 5e page, sa mâchoire était serrée et ses mains tremblaient. «C'est vrai?» «Chaque mot.» «Et elle ne sait pas que tu as découvert ça?» «Pas la moindre idée.» Il a fermé le dossier et m'a regardé. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il a souri. «Petit frère, tu es peut-être l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré.» Voyez-vous, tout le monde pensait que j'étais brisé. Ils pensaient que j'avais abandonné. Ils voyaient un homme qui était entré dans une procédure de divorce et avait brandi le drapeau blanc sans livrer le moindre combat. Mais ils ne savaient pas ce que je savais. Ils n'avaient pas vu ce que j'avais trouvé enfoui dans 3 ans de dossiers financiers. Ils ne comprenaient pas que parfois, la meilleure façon de gagner n'est pas de se battre plus fort. C'est de s'écarter et de laisser ton ennemi marcher droit dans le piège qu'il s'est construit lui-même. Alors, quand je suis entré dans cette salle d'audience pour l'audition finale, je n'étais pas nerveux, je n'avais pas peur, je n'étais pas vaincu, j'étais patient. Nora était assise à sa table, habillée comme si elle était prête pour une couverture de magazine. Elle avait déjà choisi de nouveaux meubles pour la maison. Elle avait déjà fait des plans pour rebaptiser l'entreprise. Elle avait déjà dépensé l'argent qu'elle pensait recevoir. Elle m'a souri quand je suis entré, ce sourire froid et victorieux. J'ai signé chaque document qu'ils ont placé devant moi. J'ai accepté toutes les conditions.
Mon avocat avait l'air d'assister à des funérailles. Et puis les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Deux hommes en costume sont entrés. Des agents fédéraux. Ils ont remis un document à l'avocat de Nora. J'ai regardé son visage devenir blanc. Je l'ai regardé se pencher et chuchoter 5 mots à son oreille. 5 mots qui ont tout changé. Le sourire de Nora a disparu. Ses mains ont commencé à trembler. Et puis, elle a hurlé. Elle a hurlé si fort que l'huissier s'est précipité. Elle a crié mon nom comme une malédiction. Mais je suis resté assis là, calme comme un matin d'été, et j'ai regardé la femme qui avait volé ma confiance, mon argent et ma famille obtenir enfin exactement ce qu'elle méritait. Mon nom est Léo Marchand. Mes amis m'appellent Léo. Et voici l'histoire de comment j'ai tout perdu et gagné. Permettez-moi de vous ramener là où tout a commencé. J'ai grandi dans une petite ville près de Lyon. Mon père, Walter Marchand, était plombier. Pas le genre qui arrive en retard et vous surfacture pour un robinet qui fuit. C'était un vrai professionnel. Chantiers commerciaux, immeubles de bureaux, hôpitaux, écoles. Il a créé Marchand et Fils Plomberie en 1987, travaillant depuis notre garage avec rien d'autre qu'un fourgon d'occasion et la volonté de travailler plus dur que tous les autres. À 12 ans, je l'accompagnais sur les chantiers. À 16 ans, je pouvais déboucher une canalisation et souder un tuyau en cuivre mieux que la plupart des hommes adultes. Mon frère Boyd a pris une direction différente. Il est devenu pompier. Mais moi, j'aimais ce travail. J'aimais construire quelque chose de mes mains. J'aimais résoudre des problèmes que d'autres abandonnaient. Papa est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 30 ans. On l'a trouvé dans l'atelier un matin, effondré sur son établi. Le médecin a dit que ça avait été rapide, qu'il n'avait probablement rien senti. Je ne sais pas si ça rendait les choses meilleures ou pires. Il m'a laissé l'entreprise. Marchand et fils, 12 employés, une solide réputation et un héritage que j'ai juré de protéger de toutes mes forces. J'ai rencontré Nora 2 ans avant la mort de papa. Elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire où j'installais de nouvelles canalisations. Elle avait ce rire qui pouvait remplir une pièce. Elle me faisait sentir comme l'homme le plus intéressant du monde, même quand j'étais couvert de graisse et que je sentais le ciment PVC. On est sortis ensemble pendant 1 an, on s'est mariés dans une petite église à l'extérieur de la ville. Ma mère a pleuré. Boyd a porté un toast qui a fait rire tout le monde. Nora m'a regardé pendant notre première danse comme si j'étais son monde entier. Pendant un moment, j'ai cru que je l'étais. Maisie est arrivée 2 ans plus tard, une belle petite fille avec les yeux de sa mère et mon entêtement. Puis Théo, 3 ans après, un petit garçon sauvage qui voulait être exactement comme son papa. Je le portais sur mes épaules dans la quincaillerie, le laissant choisir des outils qu'il était trop jeune pour utiliser. C'était de bonnes années. Des années difficiles, mais bonnes. Je travaillais 60, parfois 70 heures par semaine pour développer l'entreprise. On décrochait des contrats plus importants, on embauchait plus de gars, on achetait de nouveaux camions. Je ne devenais pas riche, mais je subvenais aux besoins de ma famille. Je construisais quelque chose dont mes enfants pourraient être fiers. Mais quelque part vers la 10e année de notre mariage, Nora a changé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était lent, comme un tuyau qui rouille de l'intérieur. On ne le remarque pas jusqu'à ce que tout éclate. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Elle a commencé à se plaindre de la maison, même si on avait passé 2 étés à la rénover avec l'aide de mon frère. Elle voulait une plus grande cuisine, une voiture plus belle, des vacances qu'on ne pouvait pas se permettre. Tout le monde avance, Léo. Pourquoi est-ce qu'on stagne? On ne stagne pas, on construit quelque chose. Construire quoi? Ça? Elle a fait un geste autour de notre salon comme si c'était une prison. Je ne me suis pas engagé pour cette vie. Tu t'es engagé pour moi. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste éloignée. Je me suis dit que c'était le stress. Je me suis dit qu'elle était fatiguée d'élever 2 enfants pendant que je travaillais de longues heures. Je me suis dit que si je travaillais juste plus dur, gagnais plus d'argent, lui donnais ce qu'elle voulait, les choses s'arrangeraient. Elles ne se sont pas arrangées. Elle a quitté son travail à temps partiel. Elle a dit qu'elle devait se concentrer sur les enfants. Mais les enfants étaient à l'école toute la journée. Et quand je rentrais à la maison, elle était généralement sur son téléphone ou devant la télé. La maison était en désordre.
Le dîner était à emporter, et chaque conversation se transformait en dispute à propos d'argent. C'est à ce moment-là que j'ai engagé Vince Odom. J'avais besoin d'aide avec la comptabilité. L'entreprise était devenue trop grande pour que je gère seul les finances et je me noyais dans les factures, la paie et les documents fiscaux. Un ami m'a recommandé Vance. Il a dit qu'il était compétent, professionnel, digne de confiance. Vance s'est présenté à notre première réunion en costume impeccable et avec un sourire confiant. Il parlait d'efficacité, d'optimisation et de stratégie de croissance. Il m'a fait sentir que j'avais tout fait de travers toute ma vie, mais qu'il pouvait arranger ça. Je lui ai donné les clés du royaume. Chaque compte bancaire, chaque contrat, chaque document financier que Marchand et Fils avaient jamais produit. Avec le recul, je peux voir à quel point c'était stupide. Mais à l'époque, j'étais épuisé. J'essayais de sauver mon mariage. J'essayais d'être un bon père. Je n'avais pas l'énergie de remettre en question un homme qui venait avec d'excellentes recommandations. Vance a commencé à venir dîner à la maison. Nora l'adorait. Elle riait à ses blagues. Elle posait des questions sur sa vie. Elle le traitait comme un invité d'honneur alors qu'elle me traitait comme un domestique. J'aurais dû le voir. Les signes étaient partout, mais je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance à lui. Je croyais que la vie que j'avais construite signifiait quelque chose pour les gens avec qui je l'avais construite. Ma mère a essayé de me prévenir. Karen Marchand n'est pas une femme qui parle sans réfléchir. Alors quand elle m'a tiré à l'écart après le dîner du dimanche un soir, j'aurais dû écouter. Léo, quelque chose ne va pas avec cette femme. Hum, Maman, s'il te plaît, pas encore ça. Je n'essaie pas de causer des problèmes. J'essaie de protéger mon fils. Elle te regarde comme si tu étais un étranger. Et la façon dont elle regarde ce comptable, c'est tout autre chose. Je lui ai dit qu'elle imaginait des choses. Je lui ai dit que Nora et moi traversions une période difficile, mais qu'on allait s'en sortir. J'avais tort. J'avais tellement tort. Et j'étais sur le point de découvrir à quel point la trahison était profonde. C'était un mardi de mars quand toute ma vie s'est effondrée. Je me souviens de la date parce qu'on avait un gros chantier prévu dans un complexe médical à l'est de la ville. Nouvelle construction, 3 étages de plomberie. Ça devait prendre toute la journée, mais l'entrepreneur général a appelé ce matin-là et a repoussé la date de début d'une semaine. Quelque chose à propos de permis qui n'avait pas été validé à temps. J'ai décidé de rentrer tôt. Peut-être surprendre Nora, peut-être emmener les enfants manger une glace après l'école. Je me suis arrêté dans une station-service et j'ai acheté ses fleurs préférées, des roses jaunes. Elle adorait quand je lui apportais des fleurs sans raison. Je me suis garé dans l'allée vers midi. La voiture de Nora était là, ce qui signifiait qu'elle était à la maison. Mais quand je suis entré par la porte d'entrée, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Nora, tu es là? Pas de réponse. J'ai posé les fleurs sur le comptoir de la cuisine, traversé le salon. Rien. Je me suis dit qu'elle faisait peut-être la sieste. Elle s'était plainte de maux de tête dernièrement. Je me suis dirigé vers l'étage. La porte de la chambre était fermée. Je pouvais entendre quelque chose de l'autre côté. Des voix basses, étouffées. Mon cœur a commencé à battre avant même que mon cerveau ne comprenne. Une partie de moi savait déjà ce que j'allais trouver. Une partie de moi le savait depuis des mois et refusait de l'accepter. J'ai poussé cette porte. Et ils étaient là. Nora et Vance Odom. Dans mon lit, dans ma maison. Dans la chambre où mes enfants dormaient dans le couloir. Le temps s'est arrêté. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas bouger. Je suis resté là, tenant un bouquet de roses jaunes, fixant les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance au monde, enlacé comme si je n'existais pas. Nora a crié. Vance a cherché ses vêtements à la hâte. Et quelque chose en moi s'est refroidi. Pas chaud, pas en colère, juste froid, comme si quelqu'un avait versé de l'eau glacée dans mes veines. Léo, attends, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi, Nora? Expliquer comment tu t'es retrouvé au lit avec mon comptable? Expliquer depuis combien de temps ça dure dans mon dos? Elle a tiré le drap autour d'elle comme s'il lui restait une dignité à protéger. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Depuis combien de temps? Elle n'a pas répondu.
Elle a regardé Vance à la place. Il boutonnait sa chemise, évitant mon regard. Depuis combien de temps ai-je redemandé. Vance a finalement parlé. Environ 1 an. 1 an 12 mois 52 semaines de mensonges, de sourires à ma table, de poignées de main et de réunions d'affaires en prétendant être mon ami pendant qu'il couchait avec ma femme. Sors de ma maison. Léo, parlons de ça comme des adultes, a dit Vance en se dirigeant vers la porte. Les affaires sont les affaires. Je me suis placé devant lui. Les affaires? Tu appelles ça des affaires? Tu as mangé le dîner de Thanksgiving avec ma famille. Tu as tenu mon fils dans tes bras. Tu m'as regardé dans les yeux chaque semaine et tu m'as menti en face. Je pense que tu exagères. Je l'ai attrapé par le col et je l'ai poussé contre le mur. Je ne suis pas un homme violent. Je n'ai jamais donné un coup de poing de colère de toute ma vie. Mais à ce moment-là, je voulais le briser en deux. Sors maintenant avant que je fasse quelque chose que je ne pourrais pas défaire. Il est parti. Il n'a même pas regardé Nora en sortant. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes ou de fausses, je ne pouvais plus faire la différence. Léo, s'il te plaît, j'étais seul. Tu n'es jamais à la maison. Tu ne fais pas attention à moi. J'avais besoin de quelqu'un qui me fasse sentir désiré. J'ai travaillé 70 heures par semaine pour te donner tout ce que tu demandais. La maison, les voitures, les vacances. Et c'est comme ça que tu me remercies? Peut-être que si tu étais là plus souvent, peut-être que si tu essayais plus fort. Essayais plus fort? Je t'ai donné 14 ans de ma vie, Nora. Je t'ai tout donné. Eh bien, ce n'était pas suffisant. J'ai quitté la maison ce soir-là, j'ai roulé jusqu'à chez ma mère et je me suis assis sur son perron jusqu'au lever du soleil. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, essayant de comprendre comment j'avais pu manquer quelque chose d'aussi évident pendant si longtemps. Une semaine plus tard, Nora a demandé le divorce. Mais elle ne voulait pas juste partir. Elle voulait du sang, la maison, les 2 véhicules, la garde complète de Maisie et Théo, et Marchand et fils Plomberie. L'entreprise que mon père avait construite, l'entreprise à laquelle j'avais consacré toute ma vie adulte. Son avocat a envoyé une lettre de demande qui m'a retourné l'estomac. Elle prétendait avoir été une partenaire non rémunérée dans la construction de l'entreprise. Elle disait qu'elle méritait une compensation pour des années de travail émotionnel et de sacrifices domestiques. Mon avocat, maître Hubert Pambrieux, m'a appelé le même jour. Léo, c'est de l'extorsion. Elle n'a pas droit à l'entreprise. On peut combattre ça. Je sais qu'on peut. Bien. Alors commençons à préparer notre dossier. Pas encore, Hubert. Il y a quelque chose que je dois vérifier d'abord. Ce soir-là, je me suis rendu au bureau. J'ai sorti tous les dossiers financiers des 3 dernières années. Relevés bancaires, factures, paiements aux fournisseurs, registres de chèques. Je les ai étalés sur le vieux bureau de mon père et j'ai commencé à lire. À minuit, j'avais trouvé la première fausse facture. À 2 heures du matin, j'en avais trouvé 12 de plus. Au lever du soleil, j'avais découvert près de 400 000 € de transactions frauduleuses. Sociétés fictives, faux fournisseurs, paiements pour du matériel qui n'avait jamais existé. Et sur la moitié de ces chèques, là, à l'encre noire, se trouvait la signature de ma femme. Nora ne me trompait pas seulement. Elle me volait sans vergogne. Et elle pensait qu'elle allait s'en tirer. Je me suis assis dans la cuisine de ma mère le lendemain matin avec le dossier étalé devant moi. 3 ans de vol, près de 400 000 €, de fausses factures, des sociétés fictives et la signature de ma femme sur chèque après chèque après chèque. Mon premier instinct a été de la confronter, de lui jeter ses documents au visage et de la regarder se tortiller, d'appeler la police et de la faire arrêter sur le champ. Mais je me suis arrêté. Nora était intelligente. Pas sage, mais intelligente. Elle avait passé des années à planifier ça. Si je la prévenais maintenant, elle trouverait un moyen de couvrir ses traces. Elle accuserait Vance. Elle détruirait les preuves. Elle tordrait l'histoire jusqu'à ce qu'elle ressemble à la victime. J'avais besoin d'une approche différente. J'ai appelé mon frère Boyd cet après-midi-là. Il est venu après son service, sentant encore la fumée d'un incendie de maison sur lequel il avait travaillé ce matin. Je lui ai tendu une bière et j'ai fait glisser le dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est? La preuve que ma femme et mon comptable me volent depuis 3 ans. Boyd a ouvert le dossier. Ce n'est pas un homme qui montre facilement ses émotions. 30 ans à courir dans des bâtiments en feu t'apprennent à garder un visage impassible.
Mais pendant qu'il feuilletait ses pages, j'ai regardé sa mâchoire se serrer et ses jointures devenir blanches. 400 000 euros à peu près. Et Nora a signé tout ça? La moitié. Vance s'est occupé du reste. Boyd a fermé le dossier et m'a regardé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais la laisser prendre l'entreprise. Il m'a fixé comme si j'avais perdu la tête. Tu vas quoi? Réfléchis, Boyd. Elle veut Marchand et fils. Elle l'exige dans le divorce. Si je me bats contre elle, elle va s'accrocher. Elle va cacher les preuves. Elle va faire traîner ça pendant des années. Mais si je la lui donne volontairement, elle prend possession de tout, y compris de 3 ans de fraude financière. Tu vas la laisser hériter de ses propres crimes. Exactement. Boyd s'est adossé à sa chaise et a laissé échapper un long souffle. C'est soit la chose la plus intelligente que j'ai jamais entendue, soit la plus stupide. J'ai besoin de ton aide pour trouver un expert comptable judiciaire. Quelqu'un qui peut documenter tout ça correctement. Quelqu'un qui peut construire un dossier qui tiendra devant un tribunal fédéral. Tribunal fédéral? Ce n'est pas juste du vol, Boyd. C'est de la fraude électronique, de l'évasion fiscale. Ces fausses factures sont passées par des comptes professionnels qui ont franchi les frontières régionales. C'est du territoire fédéral. Boyd a fini sa bière et a posé la bouteille. Je connais un gars qui travaille avec le service des incendies criminels. Il est connecté à des gens qui s'occupent de crimes financiers. Laisse-moi passer quelques coups de fil. 3 jours plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence avec un expert comptable judiciaire nommé Dale Richter. C'était un homme tranquille dans la cinquantaine, avec des lunettes de lecture et une pile de bloc-notes jaunes. Il n'avait pas l'air de grand-chose, mais Boyd m'avait promis qu'il était le meilleur de la région. Je lui ai tout donné. Chaque relevé bancaire, chaque facture, chaque chèque annulé. Il a passé 2 semaines à tout examiner, documentant chaque transaction frauduleuse, traçant chaque faux fournisseur, construisant une chronologie du vol. Quand il a terminé, il m'a rappelé à son bureau. « Monsieur Marchand, vous avez un dossier très solide ici. Ce n'est pas du vol amateur. C'est du détournement de fonds systématique. Votre femme et votre comptable ont mené un stratagème coordonné pendant au moins 36 mois. Quelles sont mes options? Vous pourriez poursuivre au civil, les poursuivre tous les deux pour des dommages. Mais étant donné l'ampleur de tout ça, je recommanderais d'aller voir les autorités fédérales. Le fisc a une division d'enquête criminelle qui gère ce genre de cas. La fraude électronique seule peut valoir jusqu'à 20 ans. Comment procède-t-on? Je soumets mes conclusions au fisc. Ils ouvrent une enquête. Ça se passe discrètement. Personne ne sait jusqu'à ce qu'ils soient prêts à procéder aux arrestations. Et si ma femme prend possession de l'entreprise avant que ça arrive? Dale a souri. Alors elle assume l'entière responsabilité légale de tout ce que cette entreprise a fait. Chaque transaction frauduleuse, chaque fausse facture, chaque euro qui a disparu. Tout devient sa responsabilité juridique. J'ai serré sa main et je suis sorti de ce bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de l'espoir. Les semaines suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. Je devais faire semblant. Je devais m'asseoir en face de Nora en médiation et jouer le rôle d'un homme vaincu. Je devais la regarder ricaner et se vanter pendant que son avocat énumérait demande après demande. Mon propre avocat pensait que je faisais une dépression nerveuse. « Léo, je t'en supplie, laisse-moi me battre contre ça. On a des motifs pour contester chaque chose qu'elle demande. Non, Hubert, on accepte ses conditions. La maison, donne-la lui. Les véhicules, donne-les lui. L'entreprise que ton père a construite? Tout, Hubert, jusqu'au dernier morceau. » Il a jeté son stylo sur la table. Je pratique le droit depuis 30 ans. Je n'ai jamais vu un homme aussi déterminé à se détruire. Je ne me détruis pas, je tends un piège. Il m'a regardé longuement. Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? Rien dont tu aies besoin de t'inquiéter pour l'instant. Fais-moi juste confiance. Le moment venu, tout aura du sens. Ma mère a été plus difficile à convaincre. Elle est venue à mon appartement un soir avec un plat cuisiné et des larmes aux yeux. « Léo, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça. Cette entreprise est tout ce qu'il nous reste de ton père. » J'ai pris ses mains dans les miennes. « Maman, tu me fais confiance? » « Bien sûr. Alors crois-moi quand je te dis que papa comprendrait. Parfois, il faut perdre une bataille pour gagner la guerre.
Et je te promets que quand tout sera fini, tu seras fier de la façon dont j'ai géré ça. » Elle n'a rien dit. Elle m'a juste serré dans ses bras et m'a tenu comme si elle avait peur de me lâcher. J'ai passé chaque moment libre avec mes enfants pendant ces semaines. J'ai emmené Théo à l'entraînement de baseball. J'ai aidé Maisie avec son projet de science. Je leur ai dit chaque jour que je les aimais et que rien de tout ça n'était leur faute. Parce que peu importe ce qui se passait avec Nora, ces deux enfants étaient mon véritable héritage et j'allais les protéger quoi qu'il m'en coûte. Le jour de l'audition finale est arrivé un jeudi matin froid d'octobre. Je me suis réveillé à 5 heures, comme toujours. Les vieilles habitudes ne meurent pas juste parce que votre vie s'effondre. Je me suis douché, rasé, et j'ai mis ma chemise boutonnée la plus propre. Pas de costume, je n'en possédais pas. Juste une simple chemise bleue que ma fille Maisie m'avait offerte pour la fête des pères 2 ans auparavant. Je me suis regardé longtemps dans le miroir. J'avais l'air fatigué, plus vieux que mes 38 ans. Mais sous la fatigue, il y avait autre chose. Quelque chose de stable, quelque chose de calme. Aujourd'hui était le jour. Je suis allé au tribunal seul. Mon frère a proposé de venir, mais je lui ai dit de rester à la maison. Ma mère voulait être là, mais je lui ai demandé d'attendre près du téléphone. C'était quelque chose que je devais faire moi-même. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Lambris de bois, lumière fluorescente, un drapeau français pendant mollement dans un coin. Ça sentait le vieux papier et le café rassis. Nora était déjà là quand je suis entré. Elle était assise à la table des plaignants avec son avocat, un homme élégant nommé Patterson qui facturait 400 € de l'heure et qui avait l'air d'aimer déchiqueter les hommes au tribunal. Nora était magnifique. Elle l'était toujours quand elle voulait quelque chose. Ses cheveux étaient parfaits. Son maquillage était impeccable. Elle portait un blazer couleur crème qui coûtait probablement plus que le paiement mensuel de mon camion. Elle a souri quand elle m'a vu. Ce sourire froid et triomphant que j'en étais venu à si bien connaître. J'ai hoché la tête dans sa direction et j'ai pris place à côté d'Hubert. Il avait l'air d'un homme qui assistait aux funérailles de son meilleur ami. « Dernière chance, Léo. Je peux encore m'opposer à ces conditions? Je peux encore me battre? » « Non, Hubert. On s'en tient au plan. » « Quel plan? Tu lui donnes tout? » « Fais-moi confiance. » La juge est entrée. Une femme plus âgée nommée Madame Leroux, avec des cheveux gris et des yeux perçants. Elle avait vu 1 millier de divorces. Le nôtre n'était qu'un dossier de plus sur son bureau. Elle a examiné les conditions du règlement à voix haute. La maison au 412 rue de l'Érable transférée à Nora Marchand. Le Ford F-150 de 2021 et le Honda Pilot de 2022 transférés à Nora Marchand. La propriété complète de Marchand et Fils Plomberie, y compris tous les actifs, contrats, équipements et comptes financiers transférés à Nora Marchand. Tous les actifs et passifs. Ces mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. Monsieur Marchand, comprenez-vous et acceptez-vous ces conditions? Oui, Madame la juge. Et vous concluez cet accord volontairement, sans coercition? Oui, Madame la juge. Hubert a bougé à côté de moi. Je pouvais sentir sa frustration irradier de lui comme de la chaleur. La juge a fait glisser les documents sur son bureau. Très bien, veuillez signer où c'est indiqué. Je me suis levé, je me suis approché du bureau, j'ai pris le stylo. Nora me regardait avec une joie à peine contenue. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait qu'elle m'avait tellement brisé que je n'avais même plus la force de me battre. J'ai signé mon nom sur chaque page. Main ferme, signature claire, aucune hésitation. Quand j'ai terminé, je me suis retourné et j'ai regardé Nora une dernière fois. Elle chuchotait déjà à son avocat, planifiant probablement comment dépenser l'argent qu'elle pensait recevoir. Je suis retourné à ma place. Hubert ne me regardait pas. La juge Leroux était sur le point de clore la procédure quand les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. 2 hommes sont entrés. Costumes sombres, visages sérieux, badges fédéraux visibles à leur ceinture. L'un d'eux portait une enveloppe de manille. Toute la salle est devenue silencieuse. Le premier agent s'est dirigé directement vers Patterson, l'avocat de Nora. Il lui a remis l'enveloppe sans un mot. Patterson l'a ouverte. J'ai regardé son visage changer. La confiance s'est drainée de lui comme l'eau d'un tuyau cassé. Sa peau est devenue pâle.
Ses mains ont légèrement tremblé pendant qu'il lisait. Nora s'est penchée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Patterson s'est tourné vers elle. Il s'est penché tout près et a chuchoté 5 mots. Vance Odom vient d'être arrêté. Pendant un moment, Nora n'a pas réagi. Elle l'a juste fixé comme s'il parlait une langue étrangère. Puis elle a arraché le document de ses mains. J'ai regardé ses yeux parcourir la page. J'ai regardé la couleur quitter son visage. J'ai regardé ses lèvres commencer à trembler. Le document était un acte d'accusation fédérale. Fraude électronique, détournement de fonds, évasion fiscale, complot pour commettre des crimes financiers. 2 noms étaient listés comme défendeurs. Vance Odom et Nora Marchand. Nora s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Non, non, ce n'est pas possible. C'est une erreur. La juge Leroux a frappé son marteau. Madame Marchand, veuillez vous ressaisir. Vous ne comprenez pas. Je n'ai rien fait. C'était tout Vance. Il gérait l'argent. J'ai juste signé ce qu'il me disait de signer. L'agent fédéral s'est avancé. Madame, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Nora s'est tournée vers moi. Son calme parfait s'est brisé. Du mascara coulait sur ses joues. Sa voix est sortie comme un cri. Tu as fait ça. Tu m'as piégé. Tu savais. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté assis là, les mains croisées sur la table, et je l'ai regardé. Tu m'as donné l'entreprise parce que tu savais qu'elle était empoisonnée. Tu m'as laissé la prendre pour que je porte le blâme. Tu as planifié tout ça. La juge Leroux a frappé son marteau à nouveau. Ordre. J'aurai l'ordre dans cette salle d'audience. Mais Nora n'écoutait pas. Elle s'est élancée vers moi. L'huissier l'a attrapée avant qu'elle ne fasse 3 pas. Je vais te détruire, Léo. Je le jure devant Dieu. Je vais te détruire pour ça. Je me suis levé lentement. J'ai boutonné ma veste. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu as déjà essayé, Nora? Tu essaies depuis 3 ans? Mais voilà ce qu'il en est de construire une vie sur des mensonges. Finalement, les fondations craquent et tout s'écroule. L'huissier l'a escortée hors de la salle d'audience. Elle criait encore mon nom quand les portes se sont fermées derrière elle. Hubert était assis à côté de moi dans un silence stupéfait. Finalement, il a parlé. Tu savais depuis le début? Tu savais. Je savais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que j'avais besoin que ce soit réel, Hubert. J'avais besoin qu'elle croie qu'elle avait gagné. J'avais besoin qu'elle prenne possession de cette entreprise avec sa propre signature sur la ligne pointillée. Parce qu'au moment où elle l'a fait, elle est devenue légalement responsable de chaque crime commis sous son nom. Hubert a laissé échapper un souffle et a secoué la tête. En 30 ans de pratique du droit, je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai serré sa main et je suis sorti de la salle d'audience. Le soleil brillait dehors, la première fois en semaine que je le remarquais. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. Vance Odom a plaidé coupable et purge 18 mois dans un établissement correctionnel en Bretagne. Sa réputation est détruite. Nora a engagé 3 avocats pour combattre les accusations. Elle a prétendu avoir été manipulée, contrainte. Rien n'a fonctionné. Les preuves étaient écrasantes. À la fin, elle a accepté un accord. 3 ans de probation, 200 heures de service communautaire, restitution complète des fonds volés. La maison a été saisie, les voitures reprises. Marchand et fils dissous. Elle a tout perdu. Pas parce que je le lui ai pris, mais parce qu'elle se l'est pris elle-même. Je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une certaine satisfaction à regarder tout s'effondrer. Mais ce sentiment s'est estompé vite. La vengeance ne guérit rien. Elle te garde juste enchaîné à la personne qui t'a fait du mal. J'ai recommencé avec mes outils et ma réputation. Marchand service de plomberie. Plus petite, plus simple, mais à moi. Mon ancienne équipe est revenue. On a décroché notre premier contrat 2 semaines plus tard. En 4 mois, j'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer. Ma mère a pleuré quand elle a vu le nouvel atelier. Ton père serait tellement fier de toi, Léo. Boyd passe tous les dimanches. On s'assoit sur le perron, on boit de la bière et on regarde le soleil se coucher. J'ai maintenant les enfants 1 semaine sur 2, plus les vacances. Maisy m'a demandé une fois si je détestais sa mère. J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. Non, ma chérie, je ne la déteste pas. La haine est trop lourde à porter.
Ta maman a fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens, mais la détester ne changera rien. Je choisis d'avancer avec de l'amour pour toi, pour ton frère, pour cette famille. Théo veut juste jouer au ballon et savoir que son papa sera là. Je n'ai jamais manqué un seul match. J'ai appris quelque chose d'important. La force, c'est savoir quelle bataille mener. C'est avoir confiance que la vérité sortira. C'est protéger ta paix, ton intégrité et les gens qui comptent. Ma femme voulait tout. Je lui ai tout donné. Chaque mensonge, chaque euro volé, chaque conséquence méritée. Elle pensait prendre mon avenir. Mais tout ce qu'elle a pris, c'était le sien. Et moi, je suis toujours là, toujours en train de construire, toujours debout. Certaines choses ne peuvent pas être volées. Le caractère, l'intégrité, l'amour de tes enfants. Ces choses doivent être méritées. Et une fois que tu les as méritées, personne ne peut te les enlever. Si tu traverses quelque chose de difficile en ce moment, si quelqu'un t'a trahi ou brisé ta confiance, je veux que tu entendes ceci. Tu n'as pas perdu. Tant que tu restes fidèle à qui tu es, tant que tu continues d'avancer avec honnêteté et patience, tu trouveras ton chemin. La tempête ne dure pas éternellement, mais la personne que tu deviens en la traversant reste avec toi pour le reste de ta vie. Mon nom est Léo Marchand, et c'est mon histoire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.